Salut les gros bidous! Ceci est ma réponse en vidéo au tag Tarot Habits. Donc mes habitudes, mes routines en termes de tarot. C'est le genre de tag qu'on voit souvent fleurir dans la communauté de tarot sur YouTube. Tous les quelques mois, il y a des variantes. Et en général, j'ai plaisir à me plier à cet exercice. Vous pouvez trouver une partie des réponses que j'ai faites à ce genre de tag au fil des années dans la playlist « Comment ma pratique de tarot évolue ». C'est dans la barre de description ci-dessous. Comme on est aussi dans le thème du vlogmas, ce mois-ci, je fais des vlogs réguliers tout au long du mois de décembre en mode calendrier de l'Avent. Il va y avoir des petites parties de la vidéo où je vais intégrer des images vraiment de ma pratique, où je me filme au quotidien, genre limite en pyjama, en train de faire mes tirages comme je l'ai fait normalement, quoi. Évidemment. Alors, on va commencer, hein, sinon on va pas s'en sortir. Première question, c'est quoi ta routine de tarot au quotidien, ta routine de tarot régulière? Je vais commencer par vous dire que, ok, j'ai des routines, mais j'ai pas des règles, j'ai pas des rigidités, j'ai pas des obligations. Je peux être une semaine, voire plus, sans tirer les cartes si c'est ce qui correspond au mood du moment, tout comme je peux tirer les cartes plein de fois par jour pour des petites choses. Je fais pas beaucoup de gros tirages, peut-être que c'est ça qui est au centre de ma pratique quotidienne. C'est des espèces de petits bilans, de guides, d'invitations pour la journée. Je suis pas très adepte des plus gros tirages au quotidien, mais c'est en fait ma pratique, ça va être, je sors en général ça, c'est mon planeur. Donc j'utilise pas vraiment ça comme un agenda, j'utilise plus ça au quotidien pour faire ok, j'ai fait telle balade aujourd'hui, ou tel exercice quand c'est des périodes où je fais pas mal mes exercices par rapport au CED, j'ai tiré telle carte, voilà, plutôt ce genre de choses. Si je lis des choses importantes, parfois je peux le mettre là-dedans aussi. Donc je l'appelle mon hub, c'est l'endroit où je centralise beaucoup des choses aussi que je peux écrire plus en détail ailleurs, au niveau du journaling. Si je travaille sur mes vidéos, tarot et tout ça, je vais le mettre là-dedans aussi. Et puis je choisis un jeu, j'ai souvent une partie des jeux qui sont sur ma desserte, qui sont ceux que j'utilise le plus, que je pressens le plus pour la saison, mais je ne m'y limite pas forcément, j'ai rarement des règles et plus des envies en termes de vers quel genre de tarot je vais être attirée. Puis je vais prendre le temps de prendre une ou deux respirations, ça dépend, il y a des moments où le niveau de stress ne le permet pas, il y en a d'autres où je vais vraiment prendre le temps de me poser et tout. Je vais, dans ma tête, avoir un petit moment d'invitation, des guides, des entités, des principes que j'ai envie de ramener au cœur du tirage, comme c'est comme mes conseillers, c'est une façon de créer le cercle finalement, hein, de créer cet espace précieux et de conscientiser qu'on fait un moment de pause et de connexion, hein, et d'ouverture, et en même temps de garder cet espace relativement protégé. Je pense que c'est un truc un peu comme ça. Pour vraiment ce qui est de ma pratique quotidienne, j'ai chopé pas mal de mes idées dans les cours de Lindsay Mack, Tarot for the Wild Soul. C'est un peu le concept de ce qu'elle fait, et j'aime beaucoup, et ça me fonctionne. Donc c'est pas rare que, plutôt que dire juste la carte du jour, ce qui peut être très vague et rien vouloir dire du tout, je vais tirer par exemple l'invitation du jour. C'est utiliser le tarot pour être consciente de ce qu'on invite dans sa vie, mais aussi c'est une invitation dans le sens, ok, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes perspectives, j'ouvre ma journée à quoi aujourd'hui. Et dans tout le courant de ma journée, à quoi j'essaie d'être plus attentive. Donc j'aime bien ce concept-là qui est peut-être moins figé, que bon, on peut tirer les cartes du jour de plein de façons différentes, ça peut être un truc énergétique, mais c'est pas rare qu'on soit plus en mode prédictif quand on tire ce genre de cartes et qu'on soit en mode ok, je suis vigilante, genre on tire à tour ou un truc comme ça, on se dit ouh, j'ai peur pour la journée. Ben, ça m'arrive à moi aussi, quoi, de parfois tirer des cartes un peu trop fortes, un peu trop intenses et de faire genre ça va retourner au lit. Mais du coup le concept d'invitation nous permet quand même de dédramatiser certaines cartes et de voir ce qu'elles ont à nous proposer, qui est assez intéressant. Et donc, comme je pratique très peu, et c'est l'objet d'une des questions suivantes, vraiment le tirage avec le modèle de l'étalement et tout ça,
je vais plutôt voir en fonction de là, est-ce que j'ai besoin d'autre chose, ou bien je me fais déjà avoir conscientisé avant, mais si par exemple, dans l'exemple que je vous montre, voilà, je suis en période prémenstruelle, c'est horrible, le monde est affreux, je suis extrêmement épuisée, voilà, c'est une mauvaise saison pour mon CED, le froid et tout ça, et du coup, dans ces moments-là, avoir une petite carte qui m'aide à être dans le soin par rapport à moi-même, être assez douce et tout, c'est des choses qui vont me faire du bien, c'est pas des choses que je veux tout le temps. Par exemple, dans le tirage précis du jour, j'ai besoin de faire des choses administratives qui peuvent pas attendre, et j'ai aussi besoin d'être à l'écoute de ces tensions, et aussi bien au niveau du moral qu'au niveau du corps avec la période prémenstruelle. Et donc là, je vais tirer une carte de chaque chose, en fait, une espèce de motivation pour toutes ces démarches que je ne peux pas nier un jour de plus. Et aussi un truc de « oui, mais attends, parce que ça va vraiment pas. » Et donc, qu'est-ce que tu peux faire? Vous allez voir les cartes, c'est très révélateur. Et comme c'est vraiment le mode vlog, c'est le moment pour moi de mettre sur pause pour l'instant et d'intégrer les images, puisque tout simplement, je vais devoir reprendre le fil de cette vidéo plus tard. Désolée, je tremble. Le café et la fatigue. Et ça, c'est ma tête du matin. Et pas but. Je me suis dit que c'était peut-être pas mal si on voyait ta tête pendant que tu réponds aux oiseaux, enfin que tu les appelles, enfin les trucs comme ça. Bon aussi, parce qu'on t'entend, mais bon, c'est quand même bien qu'on voit ce qui se passe dans les coulisses. Et qu'on comprenne le bordel. Bah oui, mais tu t'es posé sur ton bâton de jeu de ginkgo. Forcément, ça te fait un peu mal. Dans ce cas ici, j'aurais peut-être envisagé de tirer d'autres types de cartes. À la base, quand je me suis posée ici, je ne m'attendais pas à avoir des cartes d'épée aussi fortes, qui montrent bien que je suis nerveuse pendant mon SPM. J'ai vraiment tendance à ruminer et tout, ce dont je me rendais compte, mais pas à ce point-là. Du coup, je m'arrête parce que c'est déjà beaucoup et que je vais voir comment je peux fonctionner avec ça, au moins dans la matinée. Et dans ce cas, je vais peut-être retirer les cartes dans l'après-midi si jamais je me dis « Oh, j'ai envie de faire une balade, mais je dois être capable de bien sentir comment je me sens dans mon corps. » Est-ce que je vais essayer de travailler sur d'autres choses que l'administratif? Je ne pense pas. Donc voilà, toutes ces choses vont certainement être plus... à voir plus tard. Sinon, c'est déjà des cartes qui sont soutenantes dans la douleur par rapport justement au fait qu'il y a une certaine détresse à ce moment-ci de mon cycle, 22 jours, et j'ai des cycles courts en ce moment, donc possible que là ou là mes règles vont arriver. Donc ça devient très très éprouvant au niveau du moral. En plus, comme j'ai dû faire des examens médicaux, c'est le lendemain, vendredi, et je me rends compte que c'est quand même vraiment pas facile au niveau prémenstruel et tout ça, que de toute façon mes journées ne sont pas très remplies, que j'arrive pas à faire grand chose, que ça va vraiment pas bien au niveau du moral et des douleurs et surtout énormément de fatigue. Et donc par exemple, les 3 cartes que j'avais fait hier, du coup c'est pas du tout une règle, mais parfois c'est juste trop dans la journée, quoi, les 3 quarts du matin. Donc aujourd'hui, je pourrais ne pas tirer de carte, mais j'aime quand même bien avoir une carte, comme plutôt une carte qui me maintiendrait à flot, qui serait une référente de la journée. Je pense que je vais même pas forcément lui assigner de position, parce que pas de position particulière, mais juste une carte pour m'accompagner finalement. Parce qu'on verra bien comment la journée sera faite. C'est le 4 de bâton. C'est très
très chouette aussi de recevoir le 4 de bâton dans ces moments-là, après toutes les cartes d'épée plus compliquées d'hier. C'est vraiment une invitation à la joie, à se sentir chez soi, ce qui est évidemment pas du tout évident en fonction des conditions de vie qu'on a, et aussi à donner la priorité, dans mon cas, au couple et aux moments plus légers que je pourrais passer avec Rose aujourd'hui. Et voilà. En cette fin d'année, je me rends compte que cette année n'a pas encore été très joyeuse et très légère. Et du coup, tirer cette carte, c'est aussi une invitation à cultiver ça dans une journée dans une période, là au niveau hormonal et tout, qui est de toute façon difficile. Pas trop de pression avec le 4 de bâton, quoi. Et là, vous voyez aussi que dans ma pratique quotidienne, les oracles ne sont pas du tout des trucs centraux. J'y ai pensé, hein, peut-être un petit oracle. Mais ça m'a juste traversé l'esprit comme ça, et puis c'est pas quelque chose sur lequel je suis très très focalisée en fait. J'adore toute ma collection d'oracles, mais c'est vrai que j'ai moins vite vers eux. Je peux penser à plein d'oracles que j'aimerais bien ramener ici avec ce tarot, avec le contexte du jour et tout, mais en réalité, je veux rester sur vraiment peu de cartes aujourd'hui, et sinon je vais juste être en surcharge et me mettre la pression. Ce petit extrait que j'ai filmé hier autour du 4 de bâton, c'est à la fois un bon et un mauvais exemple de ma pratique quotidienne. Comment elle est emmêlée avec le fait de prendre des décisions par rapport à mes activités de la journée. Donc je tire le 4 de bâton comme carte de la journée de façon assez générale, sans position très particulière, mais plutôt comme une guide, comme une accompagnatrice. Et là, je me dis, mais j'ai vraiment besoin de cette énergie des bâtons, alors que justement, ça va pas. Et aussi, on en a besoin. Rose en a besoin, on en a besoin aussi en tant que couple et tout ça. Puis là, je fais à Rose. Bon, est-ce qu'on n'irait pas à Gand aujourd'hui, parce que c'est le début des activités de Noël et tout. Puis finalement, en fait, de fil en aiguille, on a passé une journée vraiment féerique là-bas, ultra fatigante. J'essaierai de mettre quelques vidéos et ou photos en fin de vidéo, qui va donc pas être courte, quelques petits extraits, mais voilà, c'était vraiment chouette de se laisser aussi guider. Il y a des balades illuminées de nuit qui sont à Gand. À la nuit, ça tombe super tôt en cette saison, donc c'est pas vraiment la nuit. Et dans le château fort des Comtes, c'était l'ouverture du Winter Wonderland, ou un truc comme ça, je sais pas très bien comment ça s'appelle. Et donc, exceptionnellement, c'était gratuit, alors que c'est normalement 13 €, c'est hyper cher, donc on m'a toujours dit c'est formidable, mais j'ai toujours dit... Moi, vu à quel point en fait je souffre quand je fais des visites de musées et tout ça, même si j'en retire beaucoup au niveau culturel et tout, genre je peux pas mettre 13 € là-dessus. Je m'achète un muséum pass et avec mon pass musée, je fais des musées gratuitement, mais c'est très difficile pour moi de dire que je vais payer parce que avec mon handicap, c'est possible que je vais pas pouvoir tout faire, que je vais devoir revenir et tous ces trucs. Mais bon, bref, là... en fait, c'était génial. Difficile, mais génial. On a fait le musée de l'histoire de la psychiatrie le matin, et ça dans l'après-midi, et la balade illuminée. C'est tellement bâton, quoi. Ces illuminations, la joie, le côté ouais, festif de la balade, festif aussi pour se retrouver en couple. On va peut-être pas faire une petite photo, on va prendre Rose qui boit son... Ah, je crois que tu buvais de l'eau. Rose qui boit, enfin. Ouais, j'avais vu sortir ta gourde. Vas-y, tu reviens dans ta ville natale. Et attends, le cadre est bien là. Ouais, tu reviens dans ta ville natale. Regardez, j'ai fait un wavy parce que je reviens dans ma ville natale qui est Gand, parce qu'en fait j'étais tradeuse à New York, mais j'étais une connasse finie. Et en fait, je viens... Attends, tu dois marcher très lentement, c'est un téléfilm de Noël. Je viens chercher l'amour de ma vie, c'est-à-dire celle que j'ai connue au collège Catou. Voilà, je vais donc chercher un sapin avec des chocolats chauds.
la cannelle, et bien, on a beaucoup de cannelle. N'empêche, ils sentent bon ces sapins. On se croirait vraiment dans un téléfilm de Noël, même si on n'a pas l'odeur dans les téléfilms de Noël. Et là, la magie de Noël t'enveloppe. C'est un truc qu'on n'a pas encore fait dans nos trucs de couple. Oui. Attends, ça dure combien de temps? J'espère qu'ils descendent pas définitivement. Ça dure pas longtemps. J'ai l'impression que c'est... Pourquoi je parle sur mes vidéos, moi? Non, ça remonte. Quelle belle. Rose, comment tu veux être? Fais un câlin à ta bête, vas-y, fais un câlin à ta bête, vas-y. Oh, c'est là, t'as des airs? Ouh, Ben alors, comme le Père Noël. Oh oui. Oh, le beffroi est pas très photogénique. Oh, Vous voulez que je vous filme aussi? parce que ça en vaut vraiment la peine. Oui. Expérience. Aïe. Ça, c'était The Flemish Experience, hein, Rose? Après une demi-heure, on ne distinguait même plus les visiteurs. Eh bien, que mieux? Moi, c'est gêneux. Les architectes désespéraient de trouver une solution au problème. Ils entreprirent de déclarer. Vertige. Salut Rose Butch. On est au sommet de Gand, hein? Faut quand même un petit peu régler le son, hein, Liv Mason. Bah, c'est un mauvais exemple dans le sens où en général, c'est pas ma carte du jour qui va m'aider à choisir ce type d'activité dans la journée, et c'est plus qu'à un moment, quand je veux commencer une activité, je me dis ouah, j'irais bien marcher, ou je me mettrais peut-être bien à faire une vidéo et tout. Là, je vais tirer les cartes pour savoir comment l'aborder, qu'est-ce que je peux ramener. Déjà, parfois, juste vérifier mon niveau d'énergie. Et parfois, c'est pas aussi, voilà, je vais pas tirer les cartes en mode alors quel est mon niveau d'énergie, mais ça va plus ressembler à une carte, tirer une carte en oui ou en non. Ça fait peut-être faire référence aussi, enfin, c'est peut-être une bonne introduction à une question qui vient plus tard dans la vidéo, c'est quelles sont mes règles. On nous déconseille souvent les questions en oui et en non quand on apprend le tarot, et pour cause, hein, c'est souvent une façon d'abandonner sa capacité de penser, sa capacité de réfléchir, ses facultés critiques et tout, et de faire au tarot, tu choisis pour moi. Je le prends pas vraiment comme ça. Maintenant, je m'inspire plutôt de la cartomancie traditionnelle, dans le mode, il y a des cartes qui sont définitivement des oui, et d'autres qui sont définitivement des non. Mais c'est aussi quelque chose où, en fonction de ce qu'il y a comme illustration sur la carte, ça m'aide à savoir, à me connecter mieux à moi-même, à mon corps, à mon état, et à savoir si j'ai vraiment envie de faire ça ou pas vraiment, et moi, à savoir comment je me sens, puis si l'inspiration est là, dans son sens le plus mystique, comme dans son sens le plus pragmatique. Je vais prendre un jeu, tous mes jeux sont dans des cartons là par terre, puisque j'ai pas, enfin pas dans des cartons, dans des sacs, puisque j'ai trop d'humidité dans ma pièce. Donc j'ai pas de pièce. Dans des vidéos, j'ai pu vous dire que pour moi, ça c'était tirer le tarot pour tout et n'importe quoi, mais pas dans le sens que c'est quelque chose que je fais sans conscience, sans réflexion, sans éthique, et on va le voir plus tard, mais aussi dans le sens où parfois c'est vraiment quelque chose qui permet d'écouter la petite voix, la voix de son intuition, que ce soit quelque chose qu'on comprend comme quelque chose d'intérieur ou des messages qui nous viennent de l'extérieur. Et pour moi, ça dépend en fait beaucoup des situations. Et donc parfois juste faire oh, j'ai envie d'aller me balader aujourd'hui, mais il fait mauvais, je sais pas si je vais tenir, je suis confuse. Et le tarot dans ce cas-là va peut-être m'aider juste à me trouver ma boussole interne.
Et en l'occurrence, avec le 5 de Pentacle, si je tirais vraiment ça, dans une vraie situation, ça me dirait, non mais attends, là, t'as super mal hier et tout, t'as pas beaucoup d'énergie, t'es en SPM, occupe-toi de toi. N'essaie pas de fuir la réalité de ton corps à l'heure actuelle, quoi, je pense. Ce serait quelque chose comme ça. Et puis alors, je peux tirer des invitations pour la balade. Je fais tomber mes cartes. De l'inspiration par rapport au lieu de la balade, donc ça peut vraiment m'aider à me projeter. Alors évidemment, je vais choisir un jeu en fonction d'où j'ai envie d'aller. Si je veux aller plutôt en forêt ou quoi, je vais tirer le Witch's Wisdom. Si je pense aller en ville, peut-être un autre. Mais c'est toutes des choses qui m'aident à choisir mes activités. Et ça peut aussi être simplement avant de faire de la méditation, mes exercices pour le CED, avant de me mettre à écrire. Bon, c'est quelque chose que je ne fais pas en ce moment, mais ça pourrait être quelque chose pour quoi je vais mobiliser les cartes et sentir l'énergie, sentir vers quoi je suis amenée. Si j'ai envie de faire une vidéo, ça m'aide à savoir aussi quel genre de sujet aborder parce que c'est assez rare que je décide à l'avance. Faire le point sur mon état d'esprit, tout ce genre de choses, ou bien comment dépasser le fait que peut-être je me sens pas en forme, que j'ai beaucoup de fatigue, je suis vraiment épuisée. Dans ce cas-là, le tarot va souvent me dire t'es pas capable d'aligner des phrases, meuf. T'es un brouillard mental. Comment tu veux faire ça? Ton cerveau n'est pas fonctionnel. Dans ces cas-là, si j'essaie de faire une vidéo quand même, alors que de toute évidence, j'ai pas besoin des cartes pour le savoir, mais ça m'aide aussi à m'écouter. J'aurais pas dû le faire, enfin bon bref. Donc ce genre de choses fait que je peux être amenée à chercher les cartes à différents moments de la journée, ce que je ferais peut-être pas si je devais, si j'étais pas en invalidité, et que donc j'avais pas aussi le temps de le faire. Mais voilà, ça fait complètement partie de mes routines quotidiennes. Et donc c'est assez organique, c'est assez spontané, ça se développe en fonction des situations, en fonction des besoins. Et c'est pas une obligation. Par exemple, hier, j'avais mon 4 de bâton. Je savais que j'allais suivre ma joie, mes étincelles, un côté vraiment festif et féerique et qui allait nous faire du bien aussi en tant que couple et tout ça. Je sais pas, et puis j'avais pas le temps, du coup, il fallait y aller, prendre le train et tout. J'ai pas retiré une carte. Et puis je vous ai fait une petite vidéo avec le fou au moment où j'étais dehors, mais bon, bref, ça c'est une autre question. Parce que dans ce moment-là, j'avais pas retiré une carte de balade. Je savais, je peux aussi suivre mon intuition. Mais dans tous les moments où il y a trop de choses qui viennent faire barrage à l'intuition, qui viennent faire que je peux être déconcentrée, que je peux être remplie de mauvaise foi, que j'ai pas envie de faire ceci, pas envie de faire cela, ou que je me donne envie de faire les mauvaises choses, ou bien j'écoute pas le fait que j'ai juste pas du tout les cuillères au niveau de la maladie chronique et tout. Le tarot, c'est quand même quelque chose qui, moi, m'aide fort dans mon quotidien à m'écouter. Ou à ne pas trop m'écouter, quand m'écouter c'est un peu une mauvaise foi ou une fuite, ou voilà, refuser ses responsabilités, des trucs comme ça. Yes, c'est tout pour cette question. Et la question suivante, c'est est-ce que j'observe certaines célébrations ou observations particulières pour utiliser le tarot et faire des tirages particuliers? Ça dépend des périodes, mais comme ici on est sur mes habitudes et mes routines du tarot, je dirais non. Mais parfois, selon les périodes, selon mon mood, selon ce qui m'inspire, je peux faire des tirages particuliers pour certains transits astrologiques, par exemple Mars rentrant en Capricorne, Vénus en Scorpion, des choses comme ça. Et surtout quand on est sur des gros transits. Pour les trucs des saisons, peut-être un peu moins, genre le soleil rentre en Sage, non. Mais pour des gros transits du style Vénus qui va rétrograder, Mars qui rétrograde, des trucs comme ça rares, qui n'arrivent pas tous les 3 mois, quoi, comme Mercure par exemple. Alors là, ça peut vraiment être des choses qui vont être des points d'ancrage et de réflexion. Donc je vais probablement me tirer les cartes avant, pendant sur ce sujet éventuellement, et à la fin faire le bilan. Des choses comme ça, mais c'est pas des routines parce que ça dépend des transits, ça dépend de comment je me sens, ça dépend si j'incorpore à ce moment précis l'astrologie dans ma pratique, qui par exemple maintenant n'est pas le cas. Et pareil pour les trucs lunaires. Pour moi, le calendrier lunaire est un peu trop rapide, hein. Les pleines lunes, ben voilà, c'est toutes les 2 semaines. Et parfois j'essaie parce que ça me donne aussi justement la capacité d'être présente dans le quotidien et tout. Mais la plupart du temps, c'est juste beaucoup trop. Et donc voilà, c'est très instagrammable, quoi, le côté tirage de tarot et pour les nouvelles lunes et pleines lunes, des trucs comme ça. Mais en vrai, pour moi, ça fonctionne pas. Et ouais, c'est beaucoup trop rapide par rapport à mon handicap qui n'est pas du tout. Donc, oh, c'est la nouvelle lune, je vais planter mes petites graines pour ceci, cela. Mais ceci dit, c'est intéressant parfois quand je le fais,
apprendre, par exemple, si la nouvelle lune je sais pas, j'imagine que la nouvelle lune va avoir lieu, tu vois, là, je suis pas du tout le cycle lunaire en ce moment, mais en Sagittaire, je pourrais faire un tirage maintenant. C'est pas le cas, donc c'est pas du tout mes routines du moment, mais j'ai pu le faire. Je note quelque chose dans mon grimoire par rapport à tout ce que ça évoque à ce moment précis et tout. Et puis pendant la prochaine pleine lune en Sagittaire, donc quand le soleil sera en Gémeaux dans 6 mois, grosso modo, alors là ça peut être intéressant pour moi de faire le bilan par rapport à ces questions et donc travailler quand même sur des cycles qui sont plutôt des cycles annuels. Donc si jamais je dois faire ce genre de tirage, c'est vrai que je vais plutôt être intéressée par solstice, équinoxe et les rythmes du soleil, qui sont plus longs, hein, en tout cas dans ce genre d'observation-là, qui permet d'avoir un peu plus de recul. Mais c'est pas du tout des trucs réguliers. Les trucs d'anniversaire, en fait ça me fait chier les anniversaires. Donc je fais pas du tout ça. J'aime pas, j'ai déjà essayé, mais c'est pas des choses qui résonnent particulièrement pour moi. Donc voilà, j'ai essayé beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui reste? Je tire ma carte de l'année, parfois 2 cartes ou 3 de l'année, ça dépend. Je fais un petit tirage de l'année, mais certainement pas en mode voir à l'avance, tirer une carte pour chaque mois ou des trucs comme ça marche pas du tout. Hein. La vie évolue pas du tout sur ce rythme que tu peux déjà programmer sur 12 mois. Les cartes qui vont te guider à ce moment-là. Moi, ça marche pas, quoi. Donc, essayer, mais pas maintenu. Et du coup, ça dépend très très fort de quelles sont mes pratiques à tel moment, avec quoi je relationne, quel est mon centre d'intérêt, ou spirituel, ou créatif, ou surtout ça. Mais il n'y a pas des choses où d'office je me dis je vais tirer les cartes pour ça, et que c'est genre, je ne peux pas y échapper, c'est fixé dans mes pratiques ni rien. Donc la réponse à cette deuxième question, ça fait probablement 4 minutes que je suis en train d'en parler, était non, pas d'habitude, pas de routine, pas de choses qui se maintiennent dans la durée, même si je peux avoir des routines sur un an. Le lendemain, on continue. La question suivante, c'est comment je mélange les cartes. J'avais déjà filmé ça. J'espère que ça donne quelque chose. J'inclus ça. Et sinon, je vous remontre. Je vais essayer de tenir ça ici sur ma table d'une manière qui ne me demande pas trop d'énergie. J'ai un grand jeu avec moi. C'est peut-être l'occasion. Là, c'est vraiment difficile. Donc, ok, je l'ai mal. Riffle shuffle, mais alors par contre par les bords sur quasiment tous les jeux, sinon ça sert à rien de se faire mal avec de l'hyperlaxité pour le plaisir. Donc ça, c'est ce qui me permet d'avoir le meilleur résultat, le moins de maladresse par rapport au fait que je peux assez fréquemment laisser tomber des cartes et tout si je bats les cartes comme ça dans les mains. Donc, voilà, avec un grand jeu, c'est évidemment plus compliqué. Comment je tiens dans les mains, par quelles mains je tire et tout. C'est le genre de superstition qui ne me parle pas plus que ça. Donc ça dépend avant tout de mes facultés du jour. Voilà, on va prendre avec un effet lin, c'est plus agréable à mélanger évidemment, parce que là on a vraiment du battage carte à carte. Vous allez voir, ça va avoir une implication directe sur la question suivante, c'est qu'en mélangeant comme ça, s'il n'y a pas d'endroit en vert, toutes les cartes arrivent dans un sens ou dans l'autre. Donc mon jeu est vraiment déstructuré, donc ça va avoir un impact sur la question, est-ce que j'ai mis les cartes renversées? Alors évidemment, c'est plus un plaisir avec des jeux comme ça. Je pourrais même, si je voulais, mais j'ai moins de contrôle, et pour mes douleurs, et pour ne pas abîmer le jeu, avec des cartes aussi souples. Si j'attrape pas ma perruque avec, je pourrais les battre, et alors mes 2 tasses sont pas égaux. Vous voyez, non, mais ça me fait mal. J'ai des mains très petites en plus. Voilà, ça me fait mal, c'est un peu risqué pour le jeu. Là, je le fais parce que celui-là est bien solide. Et donc, ça ne m'apporte rien. Parfois, je fais comme ça, mais là, voilà. Et donc, en général, je tire mes cartes aussi comme ça. Comme ça, on s'entend un peu. Parfois, je vais directement quelque part. C'est l'as d'épée, sans trop sentir.
Mais oui, j'essaie de regarder ma caméra au lieu de regarder mes cartes, donc forcément. Et si on parle de mes pratiques au quotidien, je pense que c'est assez intéressant aussi de voir que la catastrophe arrive vite. Mais en général, je suis quand même plus en position, ça allait tomber là, je crois, de contrôler. Donc voilà, je fais juste ça très très mal si je suis en train de me filmer en même temps. Oui, comment je calcule l'axe? C'est très agréable, ça me permet de me détendre. En général, je vais penser à ma question, à mes invitations, voilà, aux limites. Je vais déjà faire le point pendant que je mélange comme ça. C'est toujours agréable, donc ça dépend fort du format des jeux, de la matière et de mes capacités de ce jour-là. Bien sûr, quand j'ai des grands jeux ou quoi, ça peut être différent. Mais oui, c'est vrai que tenir les cartes comme ça levées dans mes mains, c'est ce que je trouve le plus agréable pour tirer. Dans un sens comme dans l'autre. Et alors je vais profiter d'être là pour répondre à ce que je crois et la question suivante. Enfin, c'était pas la question suivante, mais par facilité, je vais l'intégrer ici. C'est est-ce que tu lis les cartes à l'envers ou pas? Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est un truc pratique. Donc vous voyez là que mon jeu est grosso modo une carte sur deux à l'endroit et à l'envers. Non, je n'ai jamais compté pour voir statistiquement combien de chances j'avais d'avoir toutes les cartes à l'envers. Mais donc, en fait, quand je tire les cartes comme ça, si je fais ça et que je la tourne vers moi, en fait, j'ai un peu du mal à imaginer, ok, parfois je fais comme ça, mais ça, c'est parce qu'elles sont super fluides. Donc, en fait, elle était à l'endroit dans le jeu, elle arrive à l'envers dans ma main. Non, mais c'est sur ma visualisation dans l'espace, ça compte. Mais si je fais ça et que je la pose directement, est-ce qu'instinctivement je la remets à l'endroit? Est-ce que je la tire comme ça, je la dépose? Ou est-ce que quel est mon mouvement? Ça va dépendre en fait de... En fait, j'ai l'impression que le fait qu'elles arrivent à l'endroit ou à l'envers quand elles sont dans ma table ou dans ma main, ça dépend trop de ma façon de tirer. Et comme j'ai pas forcément de règles, voilà, là, franchement, pour moi, prendre la carte comme ça et la poser comme ça, sans déjà la retourner quand je la mets, vous voyez, c'est compliqué. Et avec d'autres jeux, bon, bah, celui-là, de toute façon, il n'est pas conçu pour lire l'endroit et l'envers. C'est encore une autre méthode. Regardez, là, je vais limite tirer par en bas pour être plus à l'aise pour les tirer. Donc voilà, et donc comme il n'y a pas de règle, que ça dépend du jeu, que ça dépend de comment je sens tirer les cartes et tout, je suis incapable de dire au moment où je pose ma carte sur la table si je ne l'ai pas retournée 20 fois avant de la déposer ou dans comment elle finit par apparaître dans ma main. J'imagine qu'en général, je la tire quand même comme ça, et donc ce qui arrive en bas dans ma main, c'est le haut de la carte. Donc elle est à l'envers au moment où je la tire, mais au moment où moi je la vois, elle est à l'endroit. Donc déjà, il y a cette question-là. Qui fait que pratiquement, je sais, c'est un argument vraiment, normalement, vous regardez des vidéos sur pourquoi les cartes à l'endroit ou à l'envers, et est-ce qu'on lit les cartes renversées, quoi, et c'est directement plein de trucs philosophiques. Et j'ai mes trucs philosophiques aussi, hein. Mais pour cette partie-ci, j'avais aussi envie de ramener les trucs pratiques, philosophiques. Ouais, en fait, ouais, quand même, vraiment, un peu... Bon, j'ai trouvé ça super intéressant que beaucoup de créatrices de jeux féministes, lesbiens, dans les années 80 à 90, avaient voulu, je ne crois pas que j'en ai sous la main, faire des tarots ronds, parce que justement, ça empêchait d'être dans cette binarité. Endroit, envers, le côté rigide, straight, d'une carte carrée et de ces possibilités-là, et que en ayant des cartes rondes, non seulement on était dans un cycle, dans un ensemble de possibilités. Bon, la notion des cycles est très intéressante aussi dans les rites et les approches païennes contemporaines. Mais aussi, ça permettait de sortir des binarités, des dualités et de comment on les construisait toujours d'une façon hiérarchique. Le masculin au-dessus du féminin. À l'endroit mieux qu'à l'envers, parce que du coup, à l'envers, ce serait l'énergie de la carte qui est... bloqué, qui se manifeste pas d'une façon épanouie, qui est en position d'inachèvement, ou qui est plus inconscient, ou des trucs comme ça, ou voilà, ou ça peut être bref, je rentre pas dans les détails, mais du coup j'étais quand même vraiment inspirée par ça, et par cette éthique des féministes qui ont revu les jeux dans ces années-là. Alors bon, c'est vrai que maintenant,
on a plus de... Nos conceptions du tarot sont quand même nettement moins genrées que ce qu'elles étaient à l'époque. Les personnes dominantes qui ont marqué leur empreinte sur le tarot, leur empreinte et tout, c'est plus exclusivement des mecs occultistes et tout. On est dans le revival du tarot depuis les années 60 et particulièrement depuis les années 70. Plein de meufs et plein de féministes, même si c'est pas toujours le féminisme que je préfère, mais qui se sont emparés du tarot et tout, et donc on est moins dans cette dichotomie-là, et maintenant ça nous paraît caricatural, l'idée de faire des cartes rondes pour sortir de ces binarités, mais ça avait vraiment un sens à l'époque, et ceci dit, bah, ça reste quand même vraiment important pour moi, quand je tire une carte indépendamment de si elle sort renversée ou à l'endroit, de pouvoir avoir de la place pour tout le spectre des possibilités qu'elle me présente. Et ce qui compte le plus pour moi, c'est le visuel. C'est le visuel d'un jeu particulier, ce que l'artiste a mis. Si j'ai été attirée par un jeu X aujourd'hui et que je tire les amoureuses spécifiquement dans ce jeu-là, ça ramène déjà tellement par rapport à la compréhension de la carte, par rapport à tout le spectre que peuvent être les significations de la carte, que finalement ça m'apporte peu d'avoir le côté renversé ou pas. Si je dois tirer les cartes renversées, c'est vrai que je vais plutôt le voir comme, ok, l'énergie de la carte, son message est peut-être pas encore clair, ou il peut être bloqué, ou il faut travailler encore avec, elle est plus difficile, elle est moins directe, mais en fait, en général, on le voit instinctivement quand on tire pour soi ou quand on tire pour d'autres. Si une carte va résonner, genre, waouh, ok, là, l'énergie, elle est là, elle est paf, on peut pas la louper, ou si une carte va être un peu en retrait, qu'elle va moins parler, qu'elle va être plus... ouf, ça coince. En fait, pour moi, c'est quelque chose qui se décide intuitivement, et je suis en tout cas pas du tout de l'école d'apprendre les significations des cartes renversées comme quelque chose d'immuable. Donc à l'endroit c'est ça, à l'envers c'est ça, parce que c'est un spectre, que c'est un bordel, et que le visuel, parce que ma pratique des cartes, même si j'adore l'analyse, l'étude et tout, elle est quand même avant tout intuitive. Voilà. Je crois que je me restreins en fait quand je lis les cartes à l'endroit à l'envers. J'aime bien ce que certaines personnes en font, mais c'est quelque chose que je vois assez peu dans ma pratique. Après, il y a des tirages où vraiment la carte est à l'envers. Et je peux pas dire si je l'ai tirée à l'endroit à l'envers ou quoi, parce que je tire les cartes n'importe comment. Mais je sens vraiment qu'elle a besoin de rester à l'envers dans le jeu, parce qu'il peut y avoir cet acte symbolique à un moment de faire... Voilà, il faut, dans ce tirage-là, pour débloquer l'énergie du tirage, pour avancer, il faut pouvoir retourner l'énergie de cette carte-là. Je sais pas moi, si j'avais... le 5 de bâton, le 5 d'épée ici à l'envers, je dirais quelque chose du genre la remettre à l'endroit, ce serait au lieu de reporter sur d'autres et dans des conflits interpersonnels les choses qui vont pas, d'aller chercher la cause en moi avec mes conflits intérieurs, avec ce qui me pose problème, et d'aller prendre soin de ça au lieu d'être dans la dispute ou dans le conflit, ce genre de choses. Pour moi, dans ce genre de tirage, alors retourner la carte et la prendre à l'envers, et l'acte symbolique. Acte symbolique, c'est connoté comme terme dans certains milieux un peu New Age, guérison et tout. Je sais pas pourquoi j'utilise ce terme. Mais oui, la portée symbolique du fait de le retourner, le fait de poser cet acte est quand même assez important. La question suivante ou précédente, c'est est-ce que j'ai des règles dans les questions que je pose au tarot ou pas? Je dirais que si je dois tirer pour d'autres personnes, c'est important pour moi d'être vraiment au taquet sur mon éthique. Mais dans mes tirages, pour moi, j'aime pas trop les règles. J'aime bien garder l'esprit ouvert et pouvoir évoluer dans ma pratique du tarot et évoluer par rapport à ce que je fais ou à ce que je fais pas. Plutôt dans la vidéo, je vous parlais des tirages en oui ou en non. Et que voilà, c'est quand même pas un tabou, quoi. Mais bon, je dirais quand même que de façon générale, je suis pas une très très grande fan des tirages relationnels, en particulier sentimentaux. Parce que je trouve que c'est très très difficile à formuler d'une façon qui ne nous amène pas à essayer de décrypter ce que pense l'autre personne et de se mettre dans sa tête ou les autres personnes, au lieu de poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire soi, qu'est-ce qu'on peut ramener dans la relation, qu'est-ce qu'on peut changer, comment on peut évoluer et tout ça. Et donc voilà, j'aurais tellement de choses à dire sur ce qui me pose problème dans les tirages sentimentaux que
en préparant cette vidéo et parce que j'ai vu que Laura d'Aquamarine 18 en parlait dans sa vidéo, je me suis dit, oh putain, le sujet, là, j'adore, c'est un peu attrape-clic comme ça, mais c'est vraiment intéressant. Il faudrait que je vous fasse une vidéo à part dans mes vlogs de décembre de pourquoi cette taromancienne n'est pas une grande fan des tirages sentimentaux, du tout. Donc voilà, mais c'est pas des règles, c'est juste qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à baliser pour différentes raisons, mais... Alors, je suis très rigide sur plein de choses et j'aime bien avoir une éthique forte et un esprit critique, gna 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 gna. Donc, ça m'amène parfois à me mettre comme ça des petites boîtes, à catégoriser, à limiter ma pratique. Mais dans les faits, sur l'évolution, la fluidité prend le dessus. Et donc, la mutabilité, hein, je crois qu'on parlait au début de la vidéo de ces trucs, les signes mutables qui prennent de la place dans mon thème astral. Et donc, ça va finalement prendre le dessus et c'est l'adaptabilité, c'est le changement, c'est la fluidité qui prend le dessus. Donc, même si j'ai tendance à très terrienne, à être bien rigide, à essayer de bien cadrer mon truc, au final, c'est quand même le bordel. Mais c'est une question très très différente et je pense qu'ici, on est vraiment axé dans cette vidéo sur l'essentiel de la plupart de nos pratiques du tarot, et de vous aussi qui me regardez, c'est notre pratique perso, mais si on est amené à tirer les cartes pour d'autres personnes, mais même si c'est juste nos potes, alors les questions éthiques, là pour moi c'est primordial, mais on peut en reparler à un autre moment, sans problème. Et la vidéo sur pourquoi j'aime pas les tirages sentimentaux, j'ai hâte de la faire quand même, alors je vous dis à bientôt là-dessus. La question suivante, c'est des spreads, des étalements, des modèles de tirage, des tirages prédéterminés ou non. La réponse est quand même très majoritairement oui mais non. Genre oui mais je vais concevoir comme ça dans ma tête en vitesse un tirage au moment de tirer les cartes. Ou alors en fonction de la première carte ou des 2-3 premières cartes, je vais venir avec des positions particulières. Mais des tirages prédéterminés, en particulier s'ils ont été faits par d'autres personnes, dans ma pratique perso, non. Je crois que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je vous expliquais un peu, c'était dans un truc en anglais sur 5K3 de un tarot. Je vous renvoie quand même vers ce tag-là, parce que ça explique pas mal aussi autour de quel genre de tirage prédéterminé je peux travailler si je suis amenée à le faire. Enfin, j'ai pas forcément envie de répéter, en tout cas ce que je disais déjà dans une autre vidéo. J'ai quelques petits tirages que j'aime bien adapter. J'aime bien avoir des petites formules en tête sur lesquelles je vais travailler, mais ça doit rester instinctif. Ça doit rester quelque chose qui est ramené par la situation. Et c'est très très rare qu'il y ait un tirage qui me parle et que je vais faire. Mais ça peut être par exemple, si je reçois la newsletter de Lindsay Mack par rapport au tirage qu'elle propose pour le mois qui vient, parfois je vais le faire. Parfois, si je vois passer des choses sur certains transits astro et que ça me parle particulièrement, je peux le faire. Mais en général, je ne vais pas chercher des tirages ailleurs, ni dans des bouquins, ni sur Insta, ni ailleurs. Et c'est quelque chose qui se crée de façon plus organique au moment même du tirage. Donc, la réponse est non. Mais après, est-ce que je tire forcément en freestyle sans position précise pour les cartes? Ça, non. J'aime bien quand même donner des positions aux cartes au moment du tirage, ou juste avant, ça dépend. Je sais pas si c'est clair. Donc si c'est juste avant, je peux dire ok, je vais faire une carte pour ça, une carte pour ça, ça peut être un peu construit visuellement, mais la plupart du temps, je sais pas expliquer. Vous avez compris, c'est pas trop mon truc. Est-ce que je vais tirer les cartes avec plusieurs jeux ou non? La réponse est oui, et donc je filme comme ça avec ce cadre ridicule pour vous montrer ça en vitesse. Ça j'aime bien. Et bon, je vais rester particulièrement sur la question du tarot, parce que la combinaison tarot et oracle, c'est encore tout un autre domaine, mais j'aime bien, je vais prendre par exemple certains des jeux que j'aime bien en ce moment. Ça, c'est le Tarot of the Spectrum, c'est le Rainbow Tarot, et j'allais prendre quoi d'autre? Mon Pocket Next sur le tarot. Je vous montre ça. Désolée, hein, donc c'est le bordel, et je vais pas réussir à faire comme si ça l'était pas. C'est juste pour vous montrer un peu. Je trouve que ça va quand même vraiment bien ensemble et que ça va vraiment apporter quelque chose d'avoir l'énergie de jeu très différente. Celle-là, elle peut être très axée créatif, organisation du travail, de sa journée ou des trucs comme ça. Donc je peux avoir par exemple un message de la créativité du jour, vers quoi je suis appelée. Et là, j'ai le roi de pentacle. Et à côté de ça, je pourrais du coup
Je vous montre un exemple, et il pourrait y avoir plein d'autres exemples, mais c'est juste pour aller vite aussi parce que j'ai encore peu de place sur mon téléphone. Et alors après, on pourrait avoir, ok, ça c'est le message créatif du jour, mais pour pouvoir me lancer dans ce type de choses, qu'est-ce que je dois éviter? C'est les danses. Et les 12, donc avec le 5 d'épée et le 6 de pentacle, on a déjà un visuel qui fonctionne bien, qui répond bien à celui-ci aussi, où on peut, si on veut, travailler avec les postures et comment les cartes se répondent et tout. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais voilà. Et si je sais que ce qui fait blocage aussi pour moi, et on le voit certainement ici avec le dance, avec le 5 d'épée, c'est quand même une tendance à l'auto-sabotage, par exemple, ou des trucs comme ça. Voilà, et là je peux tirer une ou deux cartes d'un truc comme le Holy Spectrum que je trouve plus orienté vers comment je me sens, comment parfois je me boycotte ou des trucs comme ça, voilà. Du coup, le 5 d'épée, le 7 d'épée et le diable, ça donne pas mal. Donc ça peut me donner aussi une prise pour comprendre pourquoi je peux avoir cette tendance ici, ou bien comment mieux éviter ça, ça dépend. Je fais ça de façon un peu spontanée, ou bien comment être plus ouverte au partage du 6 de pentacle. J'aurais pu aussi tirer, sympa. Ça. Donc voilà, et surtout là, en plus visuellement, on a des tarots qui vont bien ensemble. Pour moi, ça correspond à ce que j'aime bien utiliser comme jeu en hiver, hein, des jeux colorés qui ramènent la couleur qui n'est pas dans le ciel dans ma vie. Et donc ça, c'est des choses qui vont être assez agréables pour moi. Alors c'est pas toujours 3 jeux, je vous montre un peu l'extrême. C'est pas ce que je pratique le plus souvent dans ma pratique du tarot, mais c'est intéressant pour vous montrer qu'en fait, ouais, complètement, je suis assez fluide sur l'utilisation de plusieurs jeux ensemble. Et aussi, bah, par exemple, j'avais ici tout près, je l'ai rangé. Voilà, j'ai ici le Witch's Wisdom, que, par exemple, si je prépare à me balader aujourd'hui, ou à des choses comme ça, je vais demander un message, par exemple, de l'esprit du lieu, ou de vers où aller, ou qu'est-ce que je vais ramener dans cette balade. Ça, c'est très bien de travailler avec le Witch's Wisdom, mais si j'ai d'autres questions, par exemple... juste l'invitation du jour ou quelque chose comme ça, alors je peux aller chercher vers un autre tarot. Ici, par exemple, le Fils Spirit, qui va me ramener autre chose parce que celui-ci est tellement visuel, paysage, le lieu, nos écosystèmes, et celui-ci peut me ramener une autre vibe. Mais je suis un peu fatiguée pour expliquer ça clairement, mais je pense que vous voyez, et ça ne me pose pas de problème de tirer plusieurs fois la même carte dans des jeux différents. Au contraire, je trouve ça extrêmement nourrissant. Pour mon tirage, je trouve ça chouette. Si je tirais 2 fois la même carte dans des jeux différents, je pourrais me dire, ça va être difficile de trouver ici, mais qu'est-ce que chacun des jeux a à m'apporter sur la pertinence de cette carte, la sagesse de cette carte. Et à chaque fois, voilà, c'est des approches, on voit ici radicalement, pas radicalement, mais c'est des facettes très très différentes du roi de pentacle qui me sont proposées avec ces 2 cartes. Et si j'avais tiré les 2 cartes dans le même tirage, c'était justement une invitation à aller plus loin avec cette carte grâce à ce que les artistes nous ramènent de leur interprétation de la carte. Ok, bah, il ne me reste pas beaucoup de place sur mon téléphone, donc c'est genre, je vais clôturer un peu rapidement. Moi, ça me plaît de faire des vidéos comme ça sur plusieurs jours en mode vlog. Aujourd'hui, j'ai mes règles. Alors, mon humeur et ma façon de me comporter est très différente de celle que vous avez pu voir au début de la vidéo. Alors, j'essaie de voir donc le début, ça va être par là pour vous. Et donc, voilà, c'était aussi sympa d'être dans ce processus avec vous. Voilà, je ne sais pas si c'est sympa pour vous, mais c'est vrai que c'est sympa de pouvoir filmer des petits bouts de vidéos peu à peu, et voilà, c'est le principe du vlogmas. Cette vidéo, à mon avis, va être très longue par rapport au principe du vlogmas, mais bon, Katou et les vidéos courtes. Donc, merci les gros bidous, je vous retrouve bientôt avec notamment des vidéos sur mon système d'interprétation des figures, mes jeux divers, divers la saison, pas divers, variés. Donc, ok, je suis fatiguée, c'est la fin de la matinée, il faut que je vous laisse ici. Merci pour votre présence et à très très vite.